AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la Semaine de l'Esprit d'Entreprendre, organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau, afin de donner envie aux étudiants et étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la professionnalisation des associations étudiantes avec Barbara Concalves de Radio Campus Clermont-Ferrand, Caroline Malpeza de SN Besançon et Théo Noguet de Solivette. L'échange sera animé par Audrey Renaudin, chargée du plaidoyer et de la territorialisation à AnimaFac. Peut-être juste moi introduire rapidement donc la semaine. Donc on est sur la semaine de l'esprit d'entreprendre. Si ça vous va aussi de peut-être couper vos micros comme ça on alterne un peu les tours de parole. Oui. Merci. Donc la semaine de l'esprit d'entreprendre donc est organisée par le réseau Pépite France. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre en avant en tout cas ce que nous à AnimaFac, ce qu'on veut mettre en avant pendant cette semaine, c'est toutes les initiatives portées par les associations étudiantes du réseau AnimaFac, puisqu'on a un réseau d'associations étudiantes, et donc mettre en avant l'entrepreneuriat plutôt associatif étudiant. Donc Fabienne qui est avec nous présentera le réseau Pépite dans sa région. Et voilà, donc nous, à AnimaFac, c'est ce qu'on a souhaité mettre en avant, d'où la thématique qui est autour de professionnaliser sa structure et vivre de son projet associatif. Voilà, donc on va échanger avec Théo du projet Solivette, Barbara de Radio Campus Clermont-Ferrand et Caroline de SN Besançon. Voilà, donc je vais peut-être vous laisser juste Fabienne vous présenter et puis présenter votre réseau Pépite. Et puis ensuite, Amandine peut-être aussi nous dire, comme on a une participante avec nous, nous dire voilà, si vous êtes étudiante ou autre, de quelle ville vous venez. Et puis comme ça, on pourra lancer les échanges ensuite. Je pourrai vous présenter Théo, Barbara et Caroline. Je vous laisse la parole, Fabienne, et je vais regarder en attendant si j'ai bien reçu votre PowerPoint. C'est l'inverse, voilà, pardon, j'avais pas cliqué. Donc bonjour ou rebonjour. Eh bien, effectivement, je vais vous présenter rapidement le réseau Pépite. Donc je ne sais pas si Audrey, vous avez bien la possibilité de diffuser le PDF. Ça serait plus simple pour la compréhension. Alors, je l'ai reçu, j'essaye tout de suite. Fichier. Je vais le mettre sur... je sais ce que je vais faire. Donc, en fait, voilà, dans l'idée, le document vous présentait le contexte à la fois national et européen, puisque donc notre pays et voilà, merci. Donc, le contexte, c'est que notre pays et l'Europe ont décidé de mettre en œuvre une politique forte en matière de développement de la culture entrepreneuriale. Et cela a passé en France par la constitution d'un réseau, donc Pépite France, avec un premier plan national entrepreneuriat étudiant qui date de 2013. Et ce premier plan a permis de créer les pépites que vous trouvez partout en France. Le statut national d'étudiant entrepreneur à destination des étudiants porteurs de projets, la création d'un concours prix Pépite Tremplin, et puis la généralisation des formations à l'entrepreneuriat et à l'innovation dans toutes les filières. À la suite de ce premier plan, un deuxième a suivi et a été mis en œuvre récemment, en 2019, et il porte sur l'esprit d'entreprendre avec un objectif majeur qui est de développer la sensibilisation et la formation à l'entrepreneuriat. Donc, notre objectif, c'est que 100% des étudiants soient sensibilisés à l'esprit d'entreprendre, au moins à un moment donné de son parcours dans l'enseignement supérieur. D'accord ? Alors, les objectifs en ce qui concerne le Pépite Bourgogne-Franche-Comté sont positionnés sur le développement des compétences entrepreneuriales des étudiants afin de notamment faciliter leur insertion professionnelle,
de faire émerger et identifier des étudiants et des jeunes chercheurs dotés d'un profil entrepreneurial et de faire émerger des projets innovants. Donc, vous avez sur la partie droite la présentation de notre projet qui est transversal sur les 3 axes sensibilisation, formation, accompagnement, et avec notamment en bas l'image du réseau, puisque c'est l'un des objectifs de nos actions, c'est de permettre aux étudiants de bien s'intégrer et connaître le réseau d'accompagnement qui existe et qui est à leur disposition. Donc, quelques exemples d'actions que nous mettons en œuvre. Par exemple, la découverte de l'entrepreneuriat et de l'innovation par la veille. Donc, il s'agit de construire un book de l'innovation dans une discipline sur une filière particulière, par exemple en santé ou en chimie, dans différentes filières. On a un module idée d'entreprendre qui est en fait un module de créativité et de conception innovante qui permet une première étude de la faisabilité. Et donc qui permet aux étudiants de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. On voulait citer le Crunch Time à l'UTBM, donc Université technologique de Belfort-Montbéliard, avec des entreprises partenaires et notamment une zone réservée aux projets de start-up d'étudiants. Et puis les ateliers pépites que l'on met en œuvre et qu'on propose donc aux différents établissements en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'image suivante représente les différentes thématiques qu'on a pu traiter dans les ateliers de créativité. Voilà pourquoi on se nomme Pépite Laboratoire d'idées, puisque notre objectif, c'est de promouvoir cet esprit d'entreprendre sur la phase d'idéation. Les formations à l'entrepreneuriat et à l'innovation dans les 7 établissements d'enseignement supérieur dont vous voyez les logos donc de la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut peut-être cliquer, Audrey, pour que les logos apparaissent de nos établissements voilà, sur la carte. Eh bien, écoutez, si ce n'est pas le cas, voilà, on continue. Et donc, nos actions concernent également et majoritairement aussi l'accompagnement des étudiants entrepreneurs grâce à ce statut national qui a été donc institué lors du premier plan et qui se poursuit, et la valorisation aussi d'un diplôme spécifique qui s'appelle le D2E, diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc, les étudiants inscrits qui disposent du statut national d'étudiant entrepreneur peuvent valoriser leur parcours grâce à ce diplôme DU D2E. Voilà, l'image suivante représente l'implantation globale de nos étudiants entrepreneurs sur un territoire qui, en Bourgogne-Franche-Comté, est très, très vaste. C'est-à-dire que de la partie gauche, si vous partez sur Nevers, et la partie droite, Belfort-Montbéliard, on a 350 km d'écart. Donc, nous avons cette particularité d'avoir des étudiants entrepreneurs basés sur tout le territoire. Quelques photos de nos bootcamps, donc nos ateliers qui sont… excusez-moi, non, je suis en visio, je suis désolée. Il faut emmener au premier étage. Excusez-moi, j'avais pourtant mis un petit papier ne pas déranger, mais voilà, ça tombe au mauvais moment. Donc, je disais une petite photo de nos ateliers bootcamp avec nos étudiants entrepreneurs. Donc, il s'agit pendant 2 jours. Alors, on fait ça 4 à 5 fois dans l'année. On réunit tous les étudiants entrepreneurs, des coachs, des experts, et on travaille tous ensemble. On reste en comité pendant 2 jours pour travailler sur des thématiques bien spécifiques liées à leur projet. Et puis, la photo en dessous, donc, ce sont des rencontres avec des professionnels de la création d'entreprises, donc rencontres et ateliers avec l'écosystème. Ensuite, une petite valorisation par des photos du prix Pépite pour l'entrepreneuriat étudiant, donc dont nous allons remettre le prix le 15 octobre. Et donc, la diapo suivante, alors d'après ce que je vois, oui, c'est ce que vous avez, est un petit peu tout mélangé. Donc, bon, le PDF ne doit pas s'afficher correctement. Et donc, le 15 octobre, nous avons mis en place, dans le cadre de la semaine créative, la semaine nationale de l'esprit d'entreprendre, nous avons mis en place une opération qui s'appelle « Les étudiants entrepreneurs vous reçoivent dans leur salon ». Et donc, à l'occasion de la remise des prix du concours Pépite, nous allons créer via Discord des salons dans lesquels les participants vont pouvoir aller discuter, poser des questions aux lauréats du concours qui les recevront donc dans leur salon. Et ça a lieu le 15 octobre à 18 h. Voilà. Et puis, dernière chose, pendant cette semaine de l'esprit d'entreprendre, nous avons actuellement… alors, il faut continuer sur les diapos. Audrey, merci. Voilà, ça, c'était pour les étudiants entrepreneurs vous reçoivent dans les salons. Et puis, dernière chose, donc, pendant cette semaine créative, nous avons lancé une opération de street marketing qui a lieu sur les 13 campus de Bourgogne-Franche-Comté actuellement,
qui s'appelle donc une action, c'est un concours d'idées qui s'appelle Entreprends pour ton campus. Enfin, c'est la thématique abordée. On demande aux étudiants de bien vouloir poster donc des idées de projets sur la thématique Entreprends pour ton campus. Donc sur un site, et c'est cette dernière image que vous avez à l'écran, entreprends-pour-ton-campus.com, et ils peuvent pendant toute la semaine déposer des projets, enfin jusqu'à jeudi midi, pardon, ils peuvent déposer des projets et voter pour les projets qui leur semblent le plus intéressants pour entreprendre sur le campus. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide et désolée pour le petit dérangement, mais quand on est en visio, c'est pas toujours simple de s'isoler. Pas de souci, c'était parfait. Merci beaucoup. Si ça vous va, on commence. Amandine, je ne sais pas si vous avez du son, le micro, etc. Sinon, vous pouvez aussi écrire. Euh, je viens de voir. Ah, je n'arrive pas à faire marcher mon. Ok. Ok, ça marche. Donc, dans ce cas, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. Si ça vous va, vous pouvez vous présenter, Théo, Barbara, Caroline, comme vous voulez pour l'ordre, présenter vos structures. Et puis ensuite, on pourra enchaîner avec les premières questions sur voilà, comment vous avez accueilli peut-être vos premiers salariés, comment vous allez le faire pour Théo, du coup. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole en premier, mais on peut y aller. Bah, je peux commencer, du coup. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Caroline. Donc, je suis déléguée générale à l'association ESN Besançon. Donc, ESN, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un réseau d'associations, donc fait partie d'un réseau national et international. Il y a un peu plus de 500 associations, principalement en Europe pour le moment. Et c'est des associations qui ont pour vocation d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux dans la ville, et aussi de faire de la sensibilisation à la mobilité internationale. Donc à Besançon, on a développé aussi tout un volet d'activités qu'on appelle Social Erasmus. Donc c'est des activités d'engagement pour les étudiants internationaux auprès de la population locale. Donc par exemple avec des personnes âgées, ça a été avec des enfants ou des personnes en situation de handicap ou de précarité par exemple. Et ces activités ont tellement bien pris à Besançon qu'on a pu créer une unité d'enseignement libre pour les étudiants internationaux. Donc ils peuvent venir à l'université de Besançon, enfin de Franche-Comté en général, prendre cette option et à la fin, ils bénéficient de 3 crédits ECTS et d'une mention sur le diplôme qui dit qu'ils se sont engagés pendant leur mobilité. Et donc, avec la création de cette unité d'enseignement libre, on a pu aussi recruter la première salariée, donc, qui était chargée de mission à l'époque, qui est partie il y a un peu plus d'1 an. Et on a recruté donc une autre salariée. Et vu que les missions avaient un peu évolué entre-temps, cette fois, on a recruté une déléguée générale. Donc, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc, moi, je suis arrivée en août parce que je remplace la déléguée générale qui est actuellement en congé maternité. Et je serai là pour l'année universitaire. Et on accueille aussi, à côté de ça, 3 volontaires en service civique chaque année. Voilà, un petit peu pour la présentation. Je prends la suite si vous voulez. Merci déjà Audrey de nous avoir invités sur ce temps-là. Alors, je me présente, je m'appelle Théo Noguer. Moi, je suis en région lyonnaise et je suis vétérinaire de formation. Donc, j'ai commencé à m'engager dans l'associatif en commençant mes études vétérinaires il y a un peu plus de 6 ans maintenant, en recréant et en participant à une association qui s'appelait le Dispensaire vétérinaire étudiant, dont l'objectif était de fournir des soins vétérinaires gratuits pour les animaux de personnes sans domicile fixe sur Lyon. Le projet s'est beaucoup développé pendant ces années-là et me prenait aussi de plus en plus de temps. Donc, au bout de 4 ans, j'ai décidé de prendre une année de césure pour m'y engager à temps plein. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir disposer d'un service civique d'initiative qui a été porté par l'association Enactus à côté, qui m'a permis de me consacrer pendant 1 an à temps complet à mon projet. En parallèle de ça, du coup, j'étais étudiant entrepreneur et je réalisais le diplôme étudiant entrepreneur du coup sur Lyon avec Bilis, qui est le pépite lyonnais. Et voilà, à la fin de cette année de césure, du coup, j'ai enchaîné par ma dernière année d'école. Et pendant cette dernière année, du coup, j'ai vraiment
souhaité professionnaliser cette activité que j'avais, amener et réfléchir comment l'association pouvait développer un poste salarié pour que ça devienne en fait par la suite mon métier. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps de réflexion. La solution qui a été trouvée, et je pense qu'on en reparlera, nous, c'était de séparer les activités étudiantes d'une structure plus professionnelle. Donc du coup, on a créé une nouvelle association qui s'appelle Solivet, qui a une mission un petit peu plus large, vu qu'on accompagne les structures sociales dans la prise en charge des propriétaires d'animaux de compagnie au sens large sur toutes les questions et plus uniquement vétérinaires. Donc, on fait aussi de la formation du personnel social et de l'accompagnement comportemental des animaux. Et donc, du coup, c'est grâce à cette nouvelle structure qu'aujourd'hui, on est en train de créer un poste salarié. Donc, la structure a été créée officiellement en juin. On a passé 4 mois à rechercher des financements pour un premier poste. Et puis là, le poste se crée du coup en novembre. Donc, tout bientôt. Voilà. Bon, bah, du coup, moi, je vais prendre la suite. Vous m'entendez? C'est bon? Ça fonctionne? Ouais. Alors, du coup, moi, je suis Barbara. Je travaille à Radio Campus Clermont-Ferrand. Je crois que je représente la vieille association, puisque Radio Campus Clermont a eu 25 ans en avril. Donc, c'est plutôt une vieille structure. Alors, pour parler rapidement de ce qu'on fait, en fait, c'est une radio associative, étudiante, alternative et locale, et surtout une radio-école. Donc nous, le fonctionnement, c'est vraiment de proposer à tous ceux qui deviennent bénévoles de se former à la radio. Donc on leur apprend aussi bien à faire du contenu radiophonique que de la technique radiophonique, puisque nos bénévoles, ce sont eux qui font toutes les émissions qu'on a sur les ondes, et donc ils le font en autonomie. C'est que rapidement, ils deviennent autonomes et ils viennent gérer leur émission, un petit peu comme des journalistes radio qui feraient ça de manière professionnelle. Donc il y a ce côté école qu'on retranscrit aussi par d'autres actions, puisqu'on fait des ateliers radio avec tout type de public. On fait des ateliers radio avec des scolaires, avec des mineurs qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, avec des personnes avec des déficiences visuelles. On a tout type de public, adultes comme enfants. Et ensuite, radio alternative et locale. Alors alternative parce qu'on propose autre chose que les radios commerciales, notamment en termes de musique, puisqu'on est sur une radio qui propose de la découverte musicale avec énormément de nouveautés et surtout des titres qu'on n'entend pas sur les radios commerciales. Et là aussi, c'est tout un travail bénévole, puisque nos programmateurs sont des bénévoles de la radio. Locale, parce que on a une portée de diffusion de 35 km autour de notre antenne, donc on est très localisé à Clermont-Ferrand. Et ensuite étudiants, puisque à la base c'était un projet étudiant, même si aujourd'hui dans nos bénévoles, finalement, les étudiants ont leur place, mais sont, je dirais, un tiers de nos bénévoles à peu près actuellement. En fait, quand on va avoir 25 ans, on a des gens qui sont là depuis 25 ans, donc forcément, ils sont plus étudiants depuis longtemps. Donc on est plutôt sur cette année des bénévoles de 13 à 70 ans, quelque chose comme ça. Donc on a une marge d'action assez large, mais on a quand même ce côté étudiant assez ancré, puisqu'on accueille chaque année 2 volontaires en service civique qui ont une mission de maintenir le lien avec les étudiants, avec une émission spéciale consacrée aux associations étudiantes, à l'actualité étudiante. Et on s'inscrit aussi dans ce genre d'action avec le réseau Radio Campus France. Ça, c'était pour nos actions de manière assez simple. Pour le côté salarié, aujourd'hui, on est 2 salariés à Radio Campus Clermont. Mon collègue qui est technicien et moi qui suis chargée administrative et de développement. On espère redevenir 3, donc ça va dépendre des aides à l'emploi justement, puisque généralement on a un coordinateur des bénévoles. Et souvent on a 2 volontaires en service civique. Donc là, on devrait les accueillir en novembre si tout se passe bien, avec une mission justement axée étudiants, des fois des stagiaires. Et sur la création de postes, du coup, la radio est née en 95 et on a des salariés depuis 98. Donc ça fait déjà 30 salariés qui ont pu passer sur Radio Campus Clermont, avec des postes qui ont évolué en fil du temps, vraiment en fonction des besoins, je pense, en fonction aussi des choix éditoriaux de la radio ou des choix collectifs de management, mais aussi beaucoup en fonction des aides à l'emploi finalement, parce que comme la plupart des structures associatives, je pense qu'on est quand même très dépendant des subventions et des aides à l'emploi pour pouvoir pérenniser et créer les postes. Je pense qu'on en parlera un tout petit peu plus après. Super, merci beaucoup pour vos présentations.
Je pense qu'on peut passer directement à la première question qui était du coup effectivement comment vous avez effectué vos premières démarches pour vous salarier d'autres personnes au sein de la structure. Alors je ne sais pas si vous avez tous et toutes l'historique. Théo, oui, j'imagine, forcément, sinon c'est un peu inquiétant. Mais Barbara et Caroline, je ne sais pas si vous avez forcément toutes ces infos-là. Voilà, travail d'archives qui a été fait pour revenir 25 ans en arrière ou pas. Mais voilà, en tout cas, ce serait intéressant d'avoir votre retour. Théo, peut-être si tu veux commencer. Ouais, et ben moi je peux en parler parce que je suis encore en plein dedans, donc c'est vraiment tout récent. Donc nous, on avait fait le choix de passer par un service civique dans un premier temps sur sur la première structure associative pour préfigurer un petit peu ce salariat futur, même si c'est pas la même chose et que je vais me faire taper sur les doigts par la MINAFAC si je dis qu'un service civique, c'est comme un poste salarié. L'idée, c'était d'avoir quelqu'un à temps plein ça nous permettait de voir, en mettant quelqu'un à temps plein sur l'association, euh, comment ça se passait, quelles étaient les missions, comment ça allait évoluer, et puis comment l'association oui, s'adaptait à ça. Donc du coup, suite à ce passage test par le service civique, on a pris la décision de monter une structure indépendante pour une deuxième structure totalement indépendante, sous forme associative aussi, pour porter un, un poste salarié. Et dans cette structure-là, on a un modèle économique qui est un peu particulier parce donc comme beaucoup de structures de l'entrepreneuriat social, au final, un modèle économique hybride avec une part de revenus qui sont autogénérés par nos activités et une part qui dépend des subventions publiques et privées. Sur ce modèle économique, évidemment, là, on est au tout début de l'association. Comme je vous ai dit, elle a été créée en juin. On n'est pas encore du tout stable sur la partie d'argent qu'on est censé faire rentrer dans l'association. Donc, on a fait le choix aussi d'aller chercher des mécènes pour financer ce premier poste, justement sur la phase d'émergence du projet. Et donc là, on s'est tourné vers des financeurs tels que France Active, Ashoka et autres, pour aller chercher des financements pour créer un poste sur cette phase d'émergence du projet. Voilà. Je peux peut-être un peu prendre la suite parce que j'ai fait des petites recherches un peu sur le début du salariat à ESN Besançon. C'est pas si vieux, ça remonte à 2016. Et en fait, l'idée vraiment d'avoir un salarié, ça venait de la volonté de pérenniser les activités sociales Erasmus, parce que la plupart des bénévoles étaient étudiants ou quelques-uns salariés, donc c'était compliqué de pouvoir maintenir ces activités avec un rythme assez constant. Donc c'était déjà un premier constat. Et aussi, il y avait une volonté aussi de pouvoir valoriser l'engagement des étudiants internationaux auprès de la population locale et que ce soit reconnu dans leur parcours universitaire. Donc, il y a eu des longues réunions en conseil d'administration avec aussi des anciens membres de l'association qui travaillaient à l'université et qui ont pu un peu nous aiguiller dans la création de l'unité d'enseignement libre. Et ça a découlé donc sur l'idée de créer un poste salarié à Besançon. Voilà un peu pour le tout début. Du coup, j'imagine que c'est mon tour. Alors, moi, j'ai fait un petit peu des recherches, mais sur 25 ans, j'ai pas exactement vu tous les comptes rendus de conseil d'administration depuis 25 ans, sinon ça m'aurait demandé un travail titanesque, surtout un travail d'archives qu'on n'a pas, puisque nos archives ont brûlé. On a un peu enchaîné les déménagements. Mais quand on regarde un petit peu, nous, il y a eu des créations de postes et surtout des changements de postes, en fait, qui ont été assez marquants. Donc, le premier salarié, c'était en 98, donc 3 ans après l'ouverture de la structure. C'était vraiment avec un poste de coordinateur des bénévoles. Donc, l'idée, c'était de pouvoir travailler en collectif en ayant quelqu'un de présent au quotidien dans la radio. Et rapidement, finalement, les postes ont évolué et il y a un poste qui a été mis en place qui était secrétaire, accueil, partenariat, qui finalement a évolué pour devenir le poste que j'occupe aujourd'hui, mais qui a changé après pour devenir, je sais plus le titre exact, je l'avais noté, je vous dis ça, responsable logistique et promotion et fonction commerciale chargée de promotion. Enfin, les intitulés de poste ont
changé. Et très rapidement, il y a surtout un deuxième poste qui s'est créé, mais un tout petit peu plus tard, je pense qu'en fonction des fonds. C'est en 2005 seulement qu'on a créé un poste de technicien. Et je pense que là aussi, il y avait une question de maintenance du matériel, où rapidement, il faut avoir quand même des bénévoles qui sont sinon très calés et qui ont beaucoup de temps pour gérer tout ça. Puisque gérer l'antenne, gérer le matériel, etc., c'est quand même beaucoup de travail. Donc nous, voilà, les postes ont varié au fil du temps. Ils ont été beaucoup aussi repensés, reconstruits en fonction des besoins. Il y a une époque où on a eu un journaliste aussi, où c'était des choix éditoriaux différents. Et surtout, pour des raisons financières, c'était aussi des choix financiers très différents en termes de salaire, de conventions collectives. Ce qui fait qu'on a eu un journaliste pendant une période très courte. Le dernier restait 2 ans et demi. Et ça avait mis dans le rouge les finances de l'association qui font qu'on est repassé à un coordinateur des bénévoles. Et pareil, pour des raisons financières, ça fait 1 an qu'on n'est plus que 2 salariés, mais avec le renouveau des contrats aidés, on va peut-être repasser à 3. Mais je pense que comme toute structure, on a vraiment un parcours des salariés avec une volonté de garder des salariés, même si la question se repose chez nous chaque année en assemblée générale avec le débat que peut-être en d'autres structures finalement on a des salariés qui passent du temps à chercher des subventions pour financer leur poste. Donc finalement, est-ce que l'associatif, c'est pas juste des bénévoles et finalement donner un peu plus de temps parce qu'on se retrouve voilà, avec ce cercle un petit peu. Les bénévoles, les salariés cherchent les subventions qui payent leur poste sur une majorité de leur temps. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Hein, si je passais temps à faire que ça, j'aurais beaucoup moins de travail. Mais voilà, il y a quand même cette question-là. Et du coup, il y a cette volonté aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure, hein, d'essayer de avoir plusieurs types de rentrées d'argent, enfin les cotisations, on fait des ateliers radio par exemple, on a plusieurs types de subventions pour pérenniser les postes, mais sans les aides à l'emploi, on va rester à 3 postes. Actuellement, on a 2 postes qui sont en partie financés. Moi, je suis sur un poste FONGEP, je pourrais en parler plus en détail après. Mon collègue, lui, on a une aide de la GFIP avec une reconnaissance du handicap. Et alors, c'est pas du tout pour ça qu'il a été recruté, mais ça a fait que du coup, finalement, on a eu un financement en plus. Et on est en train de regarder pour mettre en place un contrat emploi-compétences à nouveau. Mais l'historique, c'est ça, hein, il y a eu beaucoup d'emplois tremplins, d'emplois jeunes, de CUI, CAE, les ancêtres du contrat emploi-compétences. Voilà. Il y a vraiment ce côté, les postes ont évolué en fonction des aides de l'État, pas se le cacher. Ok. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou est-ce qu'en ce moment vous rencontrez des difficultés particulières, par exemple Théo, selon ce que tu vis en ce moment, les questions peut-être que tu te poses. Et puis du côté, enfin Barbara, voilà, tu parlais effectivement des financements. C'est sûr que c'est un peu le nerf de la guerre pour réussir à créer des postes, à les pérenniser aussi. Donc voilà, est-ce que comment vous abordez aussi ces sujets? Vas-y Théo. Ouais. Alors moi, la grosse difficulté qu'on a rencontrée, en fait, qui a un petit peu mené à la séparation de nos structures associatives étudiantes et associatives employeurs, enfin plus professionnelles, on va dire, c'est vraiment des questions de gouvernance. C'est-à-dire que, pour refaire un petit peu l'historique du projet, moi, j'ai été président pendant 4 ans de l'association étudiante et ensuite je suis passé en service civique. Donc, j'ai quitté le conseil d'administration, tout, mais en même temps, j'étais à temps plein sur le projet et le conseil d'administration était bénévole avec l'engagement qu'on peut attendre d'un bénévole qui a aussi d'autres activités à côté. Et c'est vraiment ces questions de gouvernance qui se sont posées. On a eu des petites frictions en fait entre le terrain, la personne à temps plein sur le projet et la partie bah, directive de l'association, le conseil d'administration. Et je pense que c'est une question qu'il ne faut pas négliger quand une association devient employeuse, dans le sens où c'est pas les personnes qui seront employées qui vont faire les choix stratégiques pour l'association, mais c'est bien le conseil d'administration qui ne peut pas être rémunéré par l'association. Et donc, voilà, ça amène forcément des difficultés que ne rencontre pas, en tout cas, une entreprise classique qui n'est pas sous structure associative. Et nous, ça a été la plus grosse difficulté à gérer. Voilà.
Alors, moi, je veux bien compléter parce que je rejoins un peu complètement ce que tu étais en train de dire. Et j'avais noté la même chose. C'était vraiment les difficultés organisationnelles en fait du côté patron en fait des membres du conseil d'administration dans une structure associative, avec la difficulté pour chacun de trouver son rôle et sa place. Parce qu'il y a ce côté effectivement où certaines fois les salariés ont déjà été bénévoles dans la structure avant. Et à ce côté aussi où certaines fois, et c'est bien et en même temps c'est compliqué, c'est l'amitié qui peut exister entre les salariés et les bénévoles, les relations qui sont au-delà du professionnel et qui font que c'est très difficile parfois de se positionner dans les deux sens. En termes, ben, comment est-ce que je parle à mon patron parce que c'est mais c'est aussi mon ami. Comment est-ce que je peux dire à mon salarié qui fait pas son taf comme il faut alors que enfin, je sais pas, 2 heures après, on est en train de boire un verre dans un bar. Et en fait, ces problèmes-là sont souvent très compliqués pour les salariés comme pour les bénévoles qui sont patrons. Et je pense qu'il y a une transmission à faire entre de CA en CA avec un petit peu des lignes de conduite, mais que c'est jamais évident. Et ça pose aussi le problème, comme tu le disais, hein, c'est pas aux salariés de choisir les axes de travail, j'en sais rien, moi, nous, le côté éditorial, etc. Mais très souvent, on a des carences de notre conseil d'administration qui, pour une raison ou une autre, en fait, ils sont bénévoles à ce moment-là, sont pas disponibles, sont un petit peu absents ou n'osent pas dire les choses. Et très souvent, on me dit oui, mais et toi, t'en penses quoi? Tu ferais quoi? C'est pas à moi de choisir. Je trouve que ce côté-là est très compliqué et que c'est vraiment une question de fond. Et une fois que le mauvais pli est pris, je pense dans une structure, c'est d'autant plus compliqué de revenir en arrière. Et nous, on travaille là-dessus aujourd'hui en essayant de faire un guide du conseil d'administration. Mais pour la blague, hein, c'est moi qui rédige le guide du conseil d'administration. Donc là, une fois encore, on inverse un peu les rôles. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais avec vraiment ce problème-là qui est hyper flagrant. Et il y a un problème aussi, nous, qui s'est posé, qui rejoint celui-là, c'est qu'on est plusieurs salariés avec des compétences différentes, etc. Mais il y a eu une volonté d'avoir tous les salariés au même niveau, ce qui est à la fois éthiquement génial et ce qui pragmatiquement l'est pas, parce que du coup, c'est très compliqué, en fait, parce que personne dire à l'autre vraiment, bah là, ça va pas, faut faire autrement. Personne peut prendre une décision pour l'équipe. Et quand le CA, des fois, est assez statique et répond pas, et ben, on se retrouve à avoir des responsabilités qu'on ne devrait pas avoir, ou alors ça avance pas. Et je pense que c'est un peu le problème dans beaucoup d'associations où il y a soit qu'un salarié, soit il n'y a pas de poste de direction, et il n'y a pas de hiérarchie, où c'est à la fois des qualités et ça a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Enfin, je trouve que c'est un des problèmes majeurs. Oui, bah moi je rejoins complètement ce qui a été dit par Barbara et Théo. Pour nous, moi c'est vrai qu'avant j'ai été présidente de l'association pendant un peu plus d'1 an, donc j'ai participé aussi au recrutement de notre première déléguée générale. Et c'est vrai qu'il y a toujours le problème du positionnement un peu qui se pose, parce que j'ai été aussi présidente de l'association. En tant que salariée, on ne sait pas trop, surtout je suis la seule salariée, donc beaucoup plus en autonomie, un peu moins, on va dire, je vois moins le conseil d'administration que les volontaires en service civique. Et c'est aussi le problème, vu qu'il y a 3 volontaires en service civique, ça fait un peu une scission. Donc l'équipe, je vais dire, salariée volontaire, et puis l'équipe bénévole, et du coup, c'est peut-être compliqué des fois de communiquer et de faire avancer les choses comme on voudrait, parce que forcément, les bénévoles nous donnent le temps qu'ils peuvent et qu'ils veulent, et on ne peut pas leur demander d'être aussi présents que des salariés ou des volontaires en service civique. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Donc oui, il y a eu aussi un peu ce problème, mais c'est principalement aussi forcément les questions de financement. Donc chaque année, un peu essayer de sécuriser le poste pour une année de plus, et c'est un peu la bataille principale, on va dire, chaque année pour nous. C'est une question qui a été soulevée aussi dans le temps d'échange qu'on a fait ce matin, la question de trouver un équilibre en fait entre les différents statuts. Comment on fait en sorte de réussir à agglomérer un peu tout le monde, rassembler tout le monde. Et Patrick, qui est d'une association qui s'appelle Nightline, disait que ce qui était important aussi, c'était de se retrouver autour du projet, en fait, de la mission de l'association, et que ça permettait de reposer un peu les bases, mais que voilà, ça ne réglait pas non plus tous les soucis et que tout était aussi un peu mouvant. Donc, effectivement, c'est une problématique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'association, en tout cas étudiante, qui peut vraiment passer à côté
voilà, notamment quand il y a peu de salariés aussi, il y a beaucoup de liens avec les bénévoles, les volontaires et autres. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution, je pense, à court terme, mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir en discuter et de voir un peu ce qui se met en place dans les différentes structures. Oui, Fabienne. Pour revenir, Audrey, simplement, je ne suis pas spécialiste des associations, loin de là, mais tout ce que j'entends là me donne envie de dire deux choses. Premièrement, dans ce qu'on appelle la méthode effectuelle ou le porteur de projet, donc d'un projet entrepreneurial. Alors pour nous, on est bien d'accord que l'esprit d'entreprendre, c'est pas uniquement création d'entreprise, hein, c'est compris dans un sens très large. Et donc ça comprend bien évidemment la création d'associations et par là même ensuite la gestion, hein, quand on est à un stade ultérieur. Donc dans la méthode effectuelle, on part de ce qu'on est, hein, de ce voilà, les maigres moyens que l'on a, et notamment, j'imagine, dans tout projet associatif, où c'est d'abord de la bonne volonté. Et ensuite, effectivement, on va définir ces moyens et ces nouveaux buts en fonction des parties prenantes qui vont venir soutenir le projet. Alors, comme Barbara le disait, dans certains cas, ce sont des subventions qu'on va trouver, des aides financières. Ça peut être aussi voilà, des bénévoles qui apportent un local qu'on n'a pas payé, voilà, différents moyens. Et c'est à partir de là qu'on se définit la suite en fait, du projet. Mais bien évidemment, comme Théo l'a souligné à un moment donné, il faut autant que possible que le business model permette la pérennité, parce que sinon, comme l'a dit Barbara, on passe son temps ensuite à chercher ces parties prenantes qui vont nous apporter des moyens matériels, financiers et autres. Donc, je crois que même quand on est dans une dimension associative, avec un objectif, comment dire, non capitalistique, enfin, je ne trouve pas le terme, dont l'objectif n'est pas de faire de l'argent, hein, en gros, malgré tout, on a quand même à assurer la survie de l'association et ça passe par cette réflexion. Donc, il faut l'avoir, je pense, dès le départ. Ça, c'était ma première réflexion. Et la deuxième, c'était par rapport au fonctionnement on va dire, deux têtes, hein, c'est-à-dire un conseil d'administration et puis un côté opérationnel qui met en œuvre les actions puis qui fait avec les moyens du bord. Et je crois que le guide dont Barbara parlait ou n'importe quel autre moyen de professionnaliser l'intervention de ce conseil d'administration ou de ce pilotage politique, c'est quand même très important et ça doit se faire main dans la main. Et je pense que c'est à prévoir pour toutes les associations qui se lancent, c'est de bien faire comprendre aux bénévoles, au conseil d'administration, aux élus, enfin, quel que soit le terme que l'on emploie, de bien faire comprendre et de les professionnaliser, c'est-à-dire les mettre au même niveau que vous, opérationnels. Parce que sinon, forcément, il y a des mésententes, des incompréhensions qui se passent. On a la même chose hein, vis-à-vis de projets de création d'entreprise. Quand on a un dirigeant qui démarre tout seul et qui ensuite se retrouve avec une équipe, il a à un moment donné besoin de se mettre à niveau avec son équipe pour parler le même langage. Sinon, forcément, lui, il avance dans un sens, mais s'il ne traduit pas à son équipe ce qu'il souhaite ou si son équipe n'arrive pas à lui faire remonter les difficultés, à un moment donné, il n'y a plus communication. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter en vous écoutant. Merci beaucoup, Peut-être Fabienne. si je peux compléter. Oui, vas-y, Barbara. En fait, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance importante du droit du travail par les conseils d'administration. En fait, surtout sur les créations de postes, parce que typiquement, je sais que nous, on a des postes en CDI, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en milieu associatif. Mais je crois que les conseils d'administration, lorsqu'ils choisissent le format de contrat, se rendent pas compte, par exemple, de l'impact sur les années futures pour une structure. Embaucher un salarié en CDI, ça veut dire qu'on estime que le poste est indispensable à la structure et doit être pérennisé sur la durée. Et on ne peut pas, une fois que la personne s'en va, même si elle s'en va d'elle-même, remplacer le poste, un CDI par un CDD. C'est pas légal sur le même poste, par exemple. Et c'est des petites choses comme ça où je pense qu'il y a une formation au droit du travail au sein des associations de manière générale qui est souvent insuffisante et qui conduit aussi à des situations un peu bancales au niveau juridique. Alors, après, l'adaptation des horaires, etc., ça, je veux dire, chaque asso fonctionne un petit peu. On va dire qu'on n'est pas toujours les rois du respect du droit du travail, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que même en termes d'engagement pour sa structure, quand on fait le choix de professionnaliser, c'est des questions importantes de se dire est-ce que je fais un CDD, est-ce que je fais un CDI, et quel poste et pourquoi. Et là, c'est vraiment une question d'engager la structure sur peut-être 10 ans, 20 ans avec les postes une fois qu'on a créé un CDI. Donc,
Je pense que c'est aussi un peu le nerf de la guerre, quel type de contrat on met en place. Et c'est vrai qu'avec les contrats aidés, c'est plus compliqué. Parce que quand le poste dépend d'un financement, c'est difficile de le mettre en CDI. Et nous, on a fait des contrats aidés en CDI, et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été compliqué pour continuer de les financer, par exemple. Mais ça justifiait pour la pérennité de la structure. Et Barbara, est-ce que du coup, tu as acquis tu dirais une certaine compétence, enfin, des compétences spécifiques justement sur ce sujet-là, en fait, sur les questions de droit du travail, qui t'ont permis aussi du coup de donner des conseils à ton CA, enfin, ou est-ce que tu as Moi, été j'ai un accompagnée doctorat en là-dessus? droit. D'accord, Non, voilà. c'est bon à savoir. Donc, moi, le droit, ça va. C'est ma compétence de base. Ouais, j'ai un doctorat en droit public. Alors, je suis pas spécialiste du droit du travail, mais j'ai des bonnes bases. Et du coup, c'est vrai que je les ai beaucoup accompagnés là-dessus quand je suis arrivée, on était 3 salariés en CDI. Et il y en a 2 qui sont partis hein, sur une rupture conventionnelle. Et justement, quand on a voulu remplacer son poste, je leur avais fait toute une explication ils voulaient passer sur un CDD parce que financièrement, c'était pas gérable. Et justement, sur le fait qu'il, dans ce cas-là, il fallait modifier le poste ou passer par un contrat aidé qui permettait de reprendre en CDD. Mais c'est vrai que c'est des questions qui sont quand même importantes et dont on n'a pas conscience en fait au départ. Et finalement, je me suis aussi rendu compte, ça peut être une piste, mais c'est que pas mal d'associations étudiantes, les gens n'ont pas vocation à rester 15 ans de toute façon. Donc, même être un CDI, c'est pas se coincer sur 15 ans. Nous, la moyenne, j'ai calculé, on a eu 30 postes CDD longs sur des CDI. Et la moyenne de durée sur les postes, c'est 2 ans et demi. Il y en a 2 qui sont restés, un qui est resté 10 ans en technique et une à mon poste 7 ans. Mais sinon, on est plutôt sur des moyennes de 2 ans sur les postes. Parce que c'est des postes, on va pas se mentir, il n'y a pas de perspective d'évolution non plus exponentielle puisque c'est des toutes petites structures. Et c'est un milieu où, enfin, personnellement, je me vois pas encore à 50 ans dans une radio étudiante. Je trouve que ça aurait pas de sens pour les bénévoles, ce serait pas ma place. Donc, je pense que cette peur aussi du CDI, de se dire est-ce que la personne va rester 20 ans, elle est un peu fausse finalement. C'est plus est-ce que la structure a besoin du poste sur le long terme. En tout cas, c'est intéressant, Audrey, la question que tu poses par rapport aux compétences qui sont acquises à travers les projets associatifs, parce que en plus, on vient de le voir en matière quand on parle de la professionnalisation des personnes qui œuvrent dans l'association. Ça nécessite bien souvent de la part des étudiants ou des personnes qui gèrent ces associations étudiantes ou en lien avec le milieu étudiant, ça nécessite des compétences et l'acquisition de ces compétences qui sont également présentes dans globalement ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat. Donc, j'en profite et j'en rajoute une couche pour dire que voilà, les actions des pépites, que ce soit Billy's qu'on a cité tout à l'heure, le nôtre ou tous ceux qui existent, c'est bien d'accompagner aussi les étudiants dans la prise en compte de cette nécessité d'avoir des compétences ou de les acquérir ou de les rechercher par du personnel qui dispose par exemple de compétences en droit en ce qui concerne l'association Radio Campus ou d'autres. Mais en tout cas, c'est ce qui est important pour nous. C'est à travers ces projets-là, même lorsqu'ils sont associatifs, puisque quand on parle d'entrepreneuriat, on pense d'abord création d'entreprise classique. Or, un projet associatif, c'est aussi entreprendre. Et c'est à travers ces projets que vous allez acquérir un certain nombre de compétences dont on vient de parler. Je voulais juste du coup aussi rappeler, enfin un peu insister sur l'importance des documents de passation aussi pour les différents conseils d'administration, d'en créer dès le début et de les tenir à jour, donc que ce soit par rapport au fonctionnement global de l'association ou aux fiches de poste de chaque membre du conseil d'administration, ou juste sur les documents légaux. Je sais que nous, on a justement des documents un peu près sur les démarches employeurs, donc voilà, pour que les différents présidents, surtout dans les associations étudiantes, où quand même les bureaux au CA se renouvellent assez régulièrement, que tout le monde soit un peu au fait de comment se passent les choses et que ce soit plus facile pour les passations. Parce que même s'il y a un membre permanent, je pense que c'est important aussi de pouvoir mettre justement à niveau, comme vous disiez, mettre à niveau tout le monde dès le début. Effectivement. On a déjà parlé de pas mal de choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez réagir, des choses à partager. Effectivement, pareil, si vous avez des conseils, des choses qui fonctionnent bien dans votre association, voilà, ou même des ressources. Je sais que ce matin, on a discuté pas mal des structures qui avaient pu accompagner aussi
les différentes associations dans le voilà, comment, quand on n'a pas de doctorat en droit, comment on fait pour, être bien au courant des questions de droit du travail, les démarches à effectuer et autres. Donc voilà, si vous avez des petits conseils là-dessus, ça peut être l'occasion. Ouais, alors moi je peux rebondir là-dessus sur ce que disait Fabienne parce que j'ai été accompagné par un certain nombre de structures d'accompagnement justement parce que de base j'ai une formation vétérinaire qui n'est pas du tout une formation de porteur de projet. Voilà, je suis pas censé monter des projets dans ma vie ou autre et donc du coup j'avais vraiment très peu de compétences là-dessus. Je savais pas tenir une fiche comptable, je savais vraiment, il y avait plein de choses que je maîtrisais pas du tout. Et là-dessus, on a été accompagné dès l'association étudiante, en fait, avant même d'imaginer professionnaliser un jour le projet. On a tout d'abord été accompagné par AnimaFac via un appel à projet qu'ils avaient réalisé qui s'appelait la Riposte. Je ne sais plus si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, à l'époque, on avait fait un parcours d'accompagnement ensuite d'une semaine voilà, qui nous avait un petit peu mis dans le bain des accompagnements. Suite à ça, on a été accompagné par Enactus, qui est un incubateur, un pré-incubateur, on va dire, de projets sociaux étudiants qui aide à développer des projets d'entrepreneuriat social chez les étudiants. En parallèle de ça, moi, j'étais incubé chez LIS, donc le Pépite lyonnais. C'était très intéressant parce que c'était un accompagnement sur l'entrepreneuriat classique, on va dire, et je portais un projet social et ça venait vraiment répondre en fait à l'autre accompagnement qu'on avait chez Nactus, qui était vraiment axé sur le social et la recherche d'impact, mais moins sur des questions très terre à terre de statut juridique, de comptabilité ou autre, où je trouvais ces ressources-là plus du côté d'Ilis. Et ensuite, du coup, quand on a décidé de professionnaliser le projet, là, on s'est fait accompagner par un incubateur de projets sociaux en région lyonnaise, donc Ronalpia. Donc, on est passé dans un vrai stade d'incubation du projet. Et là, on continue, vu que notre accompagnement à Ronalpia se termine en fin d'année. Et on a postulé pour plusieurs autres accompagnements en post-incubation. Voilà. Peut-être, moi je veux bien rebondir et compléter. Je pense que tu as donné plein de pistes intéressantes. Je sais que nous, pour le coup, pareil, on a mis nos locaux dans un tiers-lieu. Pareil, on est avec d'autres structures, ce qui permet aussi de se donner des coups de main puisque les salariés changent pas mal, mais du coup, vu qu'on est 7 associations dans le même lieu, et on est avec un incubateur d'ailleurs de la région de Clermont, mais du coup, il y a cet accompagnement-là qui est pas mal. Et après, des CREFAD, je sais pas s'il y en a partout. Enfin, chez nous, il y a le CREFAD Auvergne où ils font beaucoup de formations. CREFAD, c'est Centre de recherche, d'études et de formation à l'animation et au développement. Donc, nous, on a une structure comme ça où ils sont point vie associative aussi. Donc, il y a des formations qui sont organisées sur tout le territoire, sur comment gérer une association, comment construire son association. Et du coup, c'est quand même assez intéressant d'avoir des formations et des personnes pour répondre aux questions. Ce qui est intéressant aussi, nous, on travaille pas mal avec la personne en charge des associations sur la direction départementale de la cohésion sociale. On a pas mal de subventions, mais c'est elle qui gère par exemple les postes FONGEP, les postes jeunesse, éducation populaire avec des financements sur 3 ans. Mais elle donne plein de conseils, même si on n'est pas éligible au poste FONGEP ou qu'il n'y a pas de place. Et pour le coup, on a pas mal travaillé, nous aussi, avec notre conseiller Pôle emploi. Alors, des fois, on dit toujours qu'à Pôle emploi, ils répondent pas trop. Enfin, chez nous, on a des conseillers dédiés qui sont en plus pas dans notre ville parce on dépend de Lyon, Seine-et-Images pour la radio. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les contrats aidés, ils expliquent beaucoup les démarches, ce qui est éligible ou pas, combien de temps ça va prendre. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir l'explication par les premiers intéressés. Et après aussi, il y a la directe. On peut demander pas mal de questions en droit du travail. En général, ils sont là pour répondre. C'est pas évident de les avoir au téléphone, mais quand on les a, si on a fait sa liste de questions, ça permet d'être sûr d'aller dans le bon sens. Oui, pour nous, pareil, on va surtout pour les formations se reposer sur des partenaires locaux, enfin, des associations, des structures du coup, de Besançon. Il y aura aussi forcément AnimaFac qui propose des formations un peu pour aider à la gestion associative.
Et surtout, vu qu'on a la chance de faire partie d'un réseau, on se retrouve assez souvent, enfin 3 fois minimum par an. Donc ça permet aussi de faire des grands moments de formation et ils nous demandent vraiment régulièrement les besoins qu'on a en formation et ils adaptent le contenu en fonction de ce que les associations veulent. Donc c'est aussi une chance qu'on a à ESN du coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de SN juste qui ont des salariés, Caroline? Alors en France, on est les seuls. Enfin, il y a ESN Ok. France, il y a plusieurs salariés, mais on est les seuls à avoir pu avoir un poste salarié voilà, sur le long terme comme ça. Il y a eu quelques postes salariés, mais ça n'a pas tenu très longtemps. D'accord. Ok. Alors, concernant le pépite, je voulais ajouter, et je l'ai dit tout à l'heure, mais insister sur le fait qu'effectivement, les étudiants entrepreneurs qui candidatent et qui obtiennent le statut, lors des ateliers, sont en contact avec un certain nombre de structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui existent. Donc, le réseau, c'est les chambres consulaires, les boutiques de gestion, les incubateurs, bien évidemment, les coopératives d'activité d'emploi que bien souvent on méconnaît, mais aussi l'URSSCOP pour tout ce qui est forme juridique coopérative. Enfin, là-dessus, voilà, les structures existent. Il faut entrer en contact avec elles. C'est parfois ce qui est plus compliqué au départ pour un étudiant qui n'a pas conscience de leur existence. Et je dirais que de notre côté, les étudiants, quand on les accompagne, on insiste beaucoup sur la partie en amont, c'est-à-dire que la partie gestion d'entreprise, recherche de statut juridique, on sait que ça, on va trouver assez facilement, on va dire, même si on ne connaît pas le sujet, on va trouver un petit peu partout des accompagnateurs ou du moins des ressources sur Internet et autres. En revanche, la partie la plus complexe, et on y revient finalement dans notre discussion, c'est ce travail en amont qui est nécessaire pour réfléchir à quel est le but de notre projet, qui va être la cible, comment on va déterminer notre modèle d'affaires pour être pérenne, etc. Et c'est tout ce que l'un de nos collègues Pépite appelle l'état gazeux, où finalement, voilà, on est dans la réflexion du projet. Et ensuite, la partie plutôt gestion des feuilles de paye qui est nécessaire, hein, bien évidemment, dans les associations. Ça, ce sont plutôt des ressources que vous allez trouver dans les structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Ou à la gestion d'association, parce qu'il y a un dispositif aussi, mais je ne le connais pas très bien, le DLA, hein, c'est ça, je crois que c'est les conseils généraux ou je ne sais plus quelle est la structure qui gère ce dispositif, mais qui vise justement à accompagner le développement associatif. Mais bon, sinon, je pense que vous avez effectivement indiqué les principales sources de renseignements ou d'accompagnement. Pour rebondir là-dessus, du coup, nous, ce qu'on avait fait à la fois dans l'association étudiante pour formaliser justement cette phase gazeuse du projet, on va dire, et ensuite trouver les experts qui pouvaient nous accompagner sur des thématiques plus techniques, c'est qu'on avait mis en place assez rapidement et on est en train de le refaire sur le projet, sur l'association professionnelle, un comité de pilotage avec des personnes qui étaient à l'aise en entrepreneuriat et qui avaient déjà monté des projets, qui connaissaient l'écosystème dans lequel on évolue. Voilà. Et en réunissant toutes ces personnes-là, en fait, c'est vrai que déjà, ça nous permet de nous faire challenger sur notre modèle d'affaires, par exemple, ou voilà, toutes les questions sur lesquelles on n'aurait pas forcément réfléchi. Et il se trouve qu'en constituant ce petit comité de pilotage, on trouve assez souvent quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui peut nous accompagner sur les fiches de paye, quelqu'un qui veut bien nous filer un coup de main sur la communication ou autre. Et en fait, c'est vraiment par le réseau ensuite qu'on formalise, enfin, qu'on réussit à mettre tout ça en place. Oui, c'est vrai, Théo, merci de l'avoir dit. Effectivement, il y a également, on a cité des professionnels de l'accompagnement, mais il y a également plusieurs mouvements d'entrepreneurs. Hein, je citerai par exemple le Move, qui sont là pour accompagner justement des projets comme les vôtres. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Ils sont, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, structurés ou en train de se structurer. Et du coup, oui, ces mouvements d'entrepreneurs du monde associatif, enfin de l'économie sociale et solidaire ou pas, hein, dans l'autre, on a aussi dans l'économie classique des mouvements d'entrepreneurs qui se regroupent et qui sont là pour tutorer, aider, soutenir. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à faire appel à eux.
Et pour juste compléter, effectivement, il y avait le DLA. Donc le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement. Et du coup, je ne sais plus ce que c'est rattaché à une structure de l'État ou autre, mais en tout cas, ils aident effectivement les associations qui souhaitent monter leur projet, voilà, sur plein de questions. Donc ça peut être aussi une bonne ressource, un bon centre de ressources. Bon, je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on a vraiment abordé pas mal de sujets. Donc merci beaucoup, sauf si vous avez un dernier mot de la fin à partager. Mais sinon, voilà, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir partagé autour de vos projets, votre expérience. Et Fabienne, merci beaucoup aussi d'avoir apporté les informations sur le pépite, voilà, ce que vous faites à Besançon. Et comme ça, on en sait aussi un peu plus. Moi, voilà, je vois aussi un peu comment on peut faire des choses en termes d'entrepreneuriat autour des associations étudiantes. Donc, ça peut être aussi intéressant pour la suite. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, voilà, à très bientôt. Sinon, je vous laisse Juste la la parole pour le mot de la précision, fin. Oui, la précision, c'est pas le Pépite de Besançon, mais oui, bien Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté. C'est important, c'est la Pardon, région. Franche-Comté. Pardon. Le siège est à Besançon, mais on a aussi une antenne avec une collègue sur Dijon. Merci à vous en tout cas. Et merci aussi à Amandine. J'ai vu que, je ne sais pas si vous avez lu toutes les interactions, mais voilà, merci beaucoup d'avoir partagé le temps aussi avec nous. Et si vous voulez discuter aussi de votre projet, en tout cas, moi, ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Merci Annie Massac et merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci à Au revoir. tous. Au revoir.